La CENI n'a jusqu'à présent montré aucune volonté d'améliorer l'environnement électoral, selon l'ONG Tultsu, à la lumière des récents événements dans le pays. Aucune des recommandations formulées par diverses entités et communautés internationales n'ont jusqu'ici été mises en œuvre. Deux commissaires du commerce et deux contrôleurs du commerce ont été placés en détention provisoire pour avoir illégalement réclamé de l'argent à des opérateurs étrangers du secteur automobile opérant dans le pays. Dans l'actualité internationale, depuis les attaques du Hamas, les Israéliens sont à la recherche d'un homme, Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. Leur ennemi numéro 1 a été filmé dans un tunnel le 10 octobre, 3 jours après le début de la guerre. Les Israéliens ont diffusé la vidéo. La CENI n'a jusqu'à présent montré aucune volonté d'améliorer l'environnement électoral, selon l'ONG Tultsu, à la lumière des récents événements dans le pays. Des améliorations sont attendues pour faire face aux prochaines élections communales et législatives. Des élections dont une proposition de calendrier a été émise par la CENI ce lundi, un calendrier qui a suscité de vives réactions quant à son caractère non conforme à la loi. L'on attend à présent si les dirigeants vont suivre ou non ce calendrier. Ces élections risquent encore d'être non crédibles et non transparentes, étant donné les pratiques de la Commission électorale indépendante. La CENI, les dirigeants et toutes les institutions impliquées dans l'organisation des élections ont pourtant reçu des recommandations pour améliorer le processus électoral à la suite des élections de 2018, et ces recommandations ont été renforcées après la récente élection présidentielle par des suggestions provenant de la communauté internationale, de l'Union européenne, de l'Union africaine, des politiciens locaux et de la société civile. Malgré les 6 années écoulées depuis les élections de 2018, aucun progrès significatif n'a été réalisé en vue de garantir des élections crédibles. En conséquence, les citoyens ont perdu confiance en l'équité du processus électoral, comme en témoigne le faible taux de participation lors de la dernière élection présidentielle. Nous avons connu le taux de participation le plus faible de toutes les élections organisées à Madagascar l'année dernière. L'environnement électoral ne s'est ni amélioré ni changé et la situation des prochaines élections ne sera pas différente de celle des élections précédentes. Les élections présidentielles connaissent généralement le plus fort taux de participation à Madagascar. Un taux qui a tendance à diminuer lors des élections municipales et législatives. Corriger cette tendance serait l'une des améliorations à mettre en œuvre. Le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de mettre en œuvre les recommandations réitérées maintes fois par les acteurs électoraux depuis 2018 pour une confiance mutuelle. Ce qui compte est la transparence des actions. La participation électorale risque ainsi de continuer à diminuer lors des prochaines élections en raison du fonctionnement de la CENI et de sa conduite. Rappelons qu'avant les dernières élections présidentielles, la CENI avait tenu 2 réunions avec les partis politiques et la société civile. Lors de ces entretiens, des solutions pour des élections crédibles ont émergé, mais la CENI ne les a pas mises en œuvre. C'est pourquoi les observateurs de la vie nationale affirment que la Commission électorale nationale veut simplement améliorer son image auprès des partenaires financiers et techniques de Madagascar en convoquant ces réunions. Elle convoque les partis politiques pour des consultations, mais ne prend pas en compte les recommandations et persiste dans ses erreurs. Les opinions du peuple malgache ont été ignorées, tout comme les recommandations de la communauté internationale. Selon ces recommandations, on aurait dû limiter le montant des fonds utilisés par les candidats durant leur campagne et contrôler leur financement, ainsi que fournir une plateforme d'action au CCVEP, au Comité de contrôle du financement de la vie politique. La CENI devrait également jouir d'une liberté dans l'exercice de ses fonctions pour garantir sa véritable indépendance. L'amélioration des listes électorales afin d'assurer sa transparence a également été recommandée, sans oublier l'utilisation de cartes à identifier uniques.
Les journalistes auraient également dû jouir d'une liberté d'action durant le processus électoral. Et enfin, la mise en place de l'Autorité nationale de régulation des médias et des communications qui jusque-là n'a jamais vu le jour. Telles ont été en général les recommandations émises par l'Union européenne et qui coïncident également avec celles formulées par les politiciens et sociétés civiles malgaches. Pourtant, les dirigeants ont préféré faire la sourde oreille et ont insisté pour la tenue de cette élection forcée et non crédible. Les résultats ont été connus à l'avance, ce qui est une des raisons pour lesquelles la majorité des Malgaches ne sont pas allés voter. À présent, la caution à payer pour ceux qui souhaitent participer aux élections législatives a été augmentée, ce qui pourrait encore réduire le taux de participation déjà faible. La caution à payer pour la candidature à l'élection présidentielle a été augmentée pour la dernière élection. Il en sera de même pour les élections législatives. Selon les propositions de la CENI, lundi dernier, on se demande alors si les élections sont réservées uniquement à ceux qui ont de l'argent et non aux personnes bienveillantes qui veulent s'améliorer, mais n'ont peut-être pas les moyens financiers nécessaires. Cela pourrait avoir un impact sur le taux de participation, dans la mesure où toutes les opinions politiques ne seront pas représentées dans les choix proposés aux électeurs, puisque seuls les partis riches pourront y participer. Rappelons que le collectif des Malgaches a été officiellement mis en place hier pour la poursuite de la lutte en faveur des élections justes et transparentes. Il a continué à insister sur la nécessité d'une table ronde pour améliorer le processus électoral. Si le cadre électoral demeure inchangé, la responsabilité des conséquences, directes ou indirectes, incombera à la CENI et à ceux qui pourraient encourager la fraude. Par ailleurs, l'ONG Tultsu rappelle l'engagement pris par Rajadzuel lors de sa campagne de tenir des élections régionales et provinciales. Cette promesse, largement médiatisée, ne peut rester lettre morte. Malgré les discours sur la décentralisation du pouvoir, le pays observe une monopolisation croissante du pouvoir par le pouvoir central, symbolisée par la nomination des secrétaires d'État au sein de la présidence de la République. Une pratique contradictoire avec les principes énoncés par les dirigeants en faveur de la décentralisation. Deux commissaires du commerce et deux contrôleurs du commerce ont été placés en détention provisoire pour avoir illégalement réclamé de l'argent à des opérateurs étrangers du secteur automobile opérant dans le pays. Leur pratique consiste à effectuer des inspections sans ordre de mission officielle pour extorquer de l'argent à ces opérateurs sous la menace d'amende ou de peine de prison s'ils ne s'exécutent pas. Les principaux visés étaient les opérateurs chinois et indiens. En plus des 4 employés du ministère, une autre personne, complice et chargée d'identifier les cibles, a également été appréhendée. Après une enquête menée par le Bianco, ils ont été déférés au PAC le 12 février et provisoirement incarcérés à Tanmouj en attendant leur procès. En outre, en plus des employés du ministère du Commerce et de l'Industrie, le maire de la commune rurale de Berbuk, district de Bel-sur-Tirbin, est également en détention prévisoire. Ce maire a tenté de corrompre les forces de l'ordre en leur offrant 2500 ariages en échange de la libération d'une personne arrêtée suite à de nombreuses plaintes reçues. Le maire de Berbuk a lui-même fait l'objet de nombreuses plaintes et est considéré comme allié des Dahal et des ravisseurs du district de Bel-sur-Tirbin. Ce maire et la personne pour laquelle il a demandé la libération seront présentés au parquet de Mourdav. 5 individus impliqués dans le kidnapping d'un père de famille à Indoudapenak le mardi 6 février ont été arrêtés par les forces de l'ordre. 2 autres ont été tués durant l'affrontement entre les forces de l'ordre et les kidnappeurs lors du moment de paiement de la rançon. Selon les explications, l'instigateur de ce kidnapping était à la fois le chauffeur et famille proche de la victime. Le lundi, une tentative de kidnapping de l'enfant de la victime a été entreprise, mais n'a pas abouti. Le mardi, le père et son chauffeur ont été kidnappés par 2 hommes armés de pistolets. Les ravisseurs avec les otages ont pris la route d'Ambouit-Manzak. En cours de route, le chauffeur a été libéré. Le mercredi 7 février, une demande de rançon de 600 000 € a été émise pour la libération de la victime, avec instruction de déposer l'argent à Bevalal. Après des négociations, il a été convenu de verser 12 millions d'ariars à cet endroit,
Une enquête a été ouverte au sein de la section de recherche criminelle, révélant que l'instigateur de ce kidnapping était à la fois le chauffeur et famille proche de la victime. 5 personnes, dont une femme et un membre des forces de l'ordre, ont été appréhendés. 2 autres individus ont été tués lors de l'affrontement, lors de la capture des kidnappeurs. Un véhicule et une arme ont été saisis. Les forces de l'ordre ont souligné l'importance de fournir des informations précises et à jour pour lutter efficacement contre les enlèvements dans le pays, des enlèvements qui sont devenus de plus en plus fréquents, que ce soit dans les grandes villes ou en milieu rural. Par ailleurs, le 12 février dernier, 7 individus qui ont attaqué un Boudgave, Muramang, ont également été appréhendés par les forces de l'ordre dans la nuit. Après leur attaque à un Boudgave, ce groupe de Dahal s'est dirigé vers Apasnamb, où un piège a été mis en place pour les capturer. Au cours de l'intervention, les 7 malfaiteurs ont été appréhendés. Les forces de l'ordre ont découvert en leur possession l'argent volé, ainsi que des faux billets, en plus de 2 armes et d'autres objets volés. La brigade de Muramang a pris en charge l'enquête. Je tiens à souligner l'importance cruciale de la collaboration entre la gendarmerie et la communauté locale. Cette stratégie s'est avérée très efficace, comme en témoignent les résultats que nous observons actuellement. Ces individus appréhendés seront bientôt présentés devant le parquet. Actuellement, les attaques armées et les enlèvements se sont intensifiés dans le pays et de nombreuses plaintes ont été enregistrées à ce sujet. Hier, un maire de la municipalité de Timafan, Peltirpin, a été tué et des allégations ont émergé selon lesquelles il aurait été complice de l'attaque. Cette affaire demeure encore sujette à débat en raison des multiples questions qui l'entourent. La provenance des armes et des munitions utilisées par ces criminels suscite des interrogations. Les amoureux n'ont pas manqué de célébrer la Saint-Valentin en ce 14 février, journée dédiée à l'amour à Madagascar. Aujourd'hui à Antananarivo, la Saint-Valentin a été fêtée par les couples de différentes manières, à leur façon. La Saint-Valentin est la fête de l'amour. Et vu que je suis amoureux de ma femme, j'ai pris du temps pour nous, pour que nous allions manger ensemble et pour faire plaisir à ma femme. On se témoigne notre amour tous les jours, mais nous avons voulu suivre la tradition. Durant la Saint-Valentin, les couples s'offrent des fleurs et des cadeaux. Certains commerçants ont ainsi abaissé leurs prix afin de répondre et satisfaire aux attentes des clients. Nous avons beaucoup de clients, surtout en cette Saint-Valentin. Nous proposons des offres spéciales, exclusivement pour cette occasion. Par ailleurs, au quotidien, nous proposons des promotions sur nos gaufres. Chacun a sa propre vision et sa propre manière de marquer la Saint-Valentin. Certains affirment ne pas la fêter, préférant célébrer leur amour au quotidien avec leur partenaire. Initialement, cette fête était conçue pour témoigner de l'affection envers les proches tels que les parents, les amis et les partenaires. Par la suite, le 14 février a évolué en une journée entièrement dédiée à la célébration de l'amour dans de nombreux pays à travers le monde, y compris Madagascar. En cette année 2024, cette célébration coïncide avec les mercredis des cendres, tout comme en 2018. L'Église catholique apostolique romaine célèbre aujourd'hui le mercredi des cendres qui marque le début du carême. Cette période est caractérisée par le jeûne, la confession et le repentir, observé par les chrétiens pendant 40 jours en préparation des fêtes de Pâques. Le carême comprend 5 dimanches. L'Église demande à ses fidèles de respecter plusieurs pratiques durant cette période de carême, selon les explications. Il s'agit d'une période de repentance où l'Église invite tous les croyants baptisés à se repentir et à pratiquer le sacrement de la confession au moins une fois par an. Pendant le carême, l'Église nous encourage à méditer sur les Écritures saintes et à intensifier notre prière. C'est précisément ce que l'Évangile nous rappelle en ce mercredi des cendres. Jésus-Christ nous encourage à veiller et à prier afin de ne pas succomber à la tentation, comme le mentionne l'Évangile selon Matthieu 26, 41.
Au IVe siècle, les chrétiens ont instauré le jeûne pendant le carême, une période de 40 jours caractérisée par une alimentation simple. Cette pratique commémore le jeûne de 40 jours de Jésus-Christ dans le désert. Les règles du jeûne sont assouplies les dimanches et les jours de fête mariale. Le carême prend fin avec un jeûne plus rigoureux lors de la Semaine sainte qui précède la célébration de Pâques. Cette vidéo fait la une de nombreux médias israéliens. Diffusée par l'armée, elle montre un homme conduisant une femme et 3 enfants dans un tunnel. Un autre homme, vu de dos, ferme la marche. À en croire les forces israéliennes, il s'agirait de Yahya Sinwar, chef du Hamas dans la bande de Gaza, fuyant avec sa famille. Alors que le peuple de Gaza souffre à la surface, Sinwar se cache dans des tunnels. Il court comme le lâche qu'il est. L'armée dit avoir trouvé ces images de vidéosurveillance dans un tunnel sous l'enclave palestinienne. Elles auraient été enregistrées 3 jours après les attaques du Hamas en Israël, dont Yahya Sinwar est l'un des architectes. Depuis le 7 octobre, le chef du Hamas à Gaza n'a jamais été vu. L'État hébreu, qui dit vouloir le retrouver, estime qu'il va de cachette en cachette. Cette vidéo de Sinwar est le résultat de notre traque. Cette traque ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas été capturé, vivant ou mort. Nous sommes déterminés à le capturer et nous le ferons. Selon des sources militaires françaises, le vaste réseau souterrain de Gaza serait en grande partie intact malgré les opérations de l'armée israélienne. Cette dernière affirme que la longueur totale de ces tunnels pourrait atteindre 400 km, soit près de 2 fois le métro parisien. Un chiffre probablement sous-évalué.